Bonjour à tous, nous sommes jeudi, c'est l'heure de votre émission La vie en Vosges, une rencontre et deux invités avec lesquels nous allons nous intéresser à l'artisanat et la reconversion professionnelle. Ils ont décidé de changer de vie professionnelle, tout quitter pour se lancer dans l'artisanat. Un choix, un challenge peut-être aussi pour s'épanouir davantage et travailler de ses mains. Sandrine Collin s'est lancée dans la savonnerie artisanale, elle avait 47 ans. Mathieu Tisserand avait lui 37 ans quand il a décidé de faire de sa passion son métier. Aujourd'hui, il fabrique des meubles en palette. Ils nous racontent ce soir tous les deux leur reconversion professionnelle. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Alors, vous avez attendu 37 et 47 ans, je le disais, pour vous reconvertir, pour changer de voie. Est-ce que c'était un challenge, un besoin, Mathieu, une envie, une nécessité ? Une nécessité, c'est le bon terme. Ça me trottait dans la tête depuis déjà pas mal de temps. J'étais moi commercial en fait avant, et j'ai attaqué en fait ça pendant mon activité de commercial, où je voyais en fait les palettes traîner sur le dépôt. Malmené, donc c'était des pièces que je voyais régulièrement toute la journée, je passais à côté, et un jour je me suis dit mais pourquoi pas en faire quelque chose plutôt que de les jeter systématiquement, quoi. Et donc voilà, vous vous êtes lancé. Vous, Sandrine, donc 47 ans, vous attendez pour vous relancer. C'est vraiment un défi personnel, clairement. Oui, ça faisait plus de 20 ans que je voulais avoir mon entreprise. Et une belle opportunité s'est présentée à moi par l'intermédiaire de mon frère qui m'en a parlé en août 2019. Et après, voilà, vous vous êtes lancé. Voilà. Mais alors, la savonnerie, c'était... Donc, vous avez toujours voulu avoir votre entreprise, mais ce n'était pas forcément dans la savonnerie. Pas spécialement de savonnerie, oui. Mais l'artisanat, quand même, c'était... Pas non plus, mais voilà, ça s'est présenté comme ça et j'en suis très contente. Voilà, un petit coup du destin aussi, peut-être. Est-ce qu'il y a ça. un élément déclencheur ? Donc, pour vous, c'est ces palettes, peut-être, que vous voyez sans cesse errer sans seconde vie, entre guillemets. Ouais, ça a été le premier déclic. Puis je bricolais déjà beaucoup en fait pour des amis, pour la famille. Je faisais déjà en fait des meubles voilà, autour de moi. Et puis l'envie de faire quelque chose de plus écologique en fait est venue se préciser en fait au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, beaucoup de gens me demandaient, donc j'ai fini par me dire pourquoi pas en faire plus et en faire mon métier, quoi. Alors, est-ce que dans votre entourage proche, on était plutôt convaincu de l'idée ou au contraire, c'était plutôt l'inquiétude je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Quelles ont été les premières réactions de votre côté, Sandrine ? Moi, tout le monde était à m'encourager. Tout le monde a senti... moi, j'étais très... soutenue. Et puis, j'étais à fond dedans. J'ai eu aucune hésitation. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude de vos proches. C'était plutôt fonce et fais ton rêve, réalise ton rêve. Oui. Mathieu, de votre côté ? C'est exactement pareil. C'était très, très soutenu du côté des amis, de la famille. Et ça a été lance-toi à fond, quoi. C'est vrai que j'étais déjà à fond de toute façon à ce moment-là, une fois que j'avais l'idée. Donc il n'y a pas eu trop de questions qui se sont posées, quoi. Alors quelles sont les démarches pour se reconvertir ? On quitte d'abord son emploi comment ça se passe ? Moi non, j'en avais parlé à mon employeur qui savait que j'avais une deuxième activité à ce moment-là. Donc ça s'est fait petit à petit, je dirais. Il fallait trouver des commandes quand même, voir si ça pouvait prendre ou pas. Donc ça s'est fait vraiment petit à petit. Puis au moment où l'opportunité s'est présentée de faire ça à temps plein, j'ai fini par d'un commun accord avec mon employeur, partir, quoi, tout simplement. Parce qu'il y a quand même ce petit risque. On se dit quand même, j'imagine, quand on se lance, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça va prendre ? Est-ce que les palettes, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer ? Les savons, alors on se doute que les savons, ça peut perdurer quand même, parce que normalement... Mais voilà, est-ce que le savon artisanal, en tout cas, a encore de la place devant lui ? Est-ce qu'il y a ce petit questionnement, en tout cas, ce risque ? Est-ce qu'on s'interroge, Sandrine ? Oui, c'est de plus en plus, les gens s'intéressent à l'artisanat, tout ce qui est savon naturel, bio, les shampoings solides aussi. Ça a conforté complètement votre volonté. Ouais. Mais justement, je vous propose de poursuivre. Avant de poursuivre, je propose qu'on regarde un reportage. On était venu à votre rencontre dans votre atelier, Sandrine, il y a quelques mois. Le reportage est signé Marie-Danielle Rogovitz et Aurélie Colombel. La savonnerie de la Principauté à Pignon-sur-Rue à Senones. Et c'est dans l'arrière-boutique que Sandrine Collin exerce son métier d'artisan savonnière. Ce matin-là, elle réalise des savons naturels pour peau sensible à base d'huile végétale biologique. Et là, je mets de l'huile d'olive. Ce sont tous des huiles bio. Un savon mélange à l'ancienne chauffé, mais pas à plus de 45 degrés.
C'est le principe de la saponification à froid qui va permettre de créer des savons naturellement riches en glycérine avec des vertus cosmétiques. La saponification à froid, en fait, ce sont un mélange d'huile et de soude caustique. Et la soude caustique disparaît à la fin totale du produit. Donc, il n'y en a plus quand vous avez acheté le savon. Et donc, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de choses chimiques, on va dire, mais ce sont que des choses naturelles, donc qui sont très bons pour la peau. Et donc, on sait ce qu'il y a dedans. Selon la gamme des savons, l'artisan peut ajouter des huiles essentielles, de la cire d'abeille et même du lait de brebis produit localement. Les pains de savon, après 24 heures de repos, sont découpés puis passeront 3 semaines dans le séchoir. Une salle qui exhale de multiples parfums. Sur les étagères, on trouve aussi un shampoing solide et du savon à barbe. Il y a l'orange citron, il y a le miel, il y a du shampoing, il y a du lavandin, il y a tous mes savons, quoi. Et j'ai un déshumificateur qui doit être entre 40 et 60% d'humidité, enfin pas plus. Alors Sandrine, on voit les savons que vous... Avant ça, vous n'aviez jamais fabriqué de savon ? Non, du tout. Alors vous avez appris comment finalement ? Avec la personne qui m'a repris, enfin que j'ai repris plutôt, pardon. Parce que voilà, en fait, vous avez repris l'activité d'une personne qui partait en retraite, c'est bien ça ? Oui. Et alors, finalement, ça fait encore plus de défis pour cette reconversion. Oui. Elle m'a appris tout au début. J'ai commencé à faire des savons avec elle, donc voilà. Il y a aussi cette transmission qui était peut-être importante. Enfin, j'imagine que pour elle, c'était plutôt positif de donner à quelqu'un qui avait vraiment envie et la volonté de poursuivre. Oui. Alors, vous faites le choix donc, du savon artisanal, fait main, naturel. C'était pour vous primordial de conserver ces valeurs qui étaient importantes pour vous, j'imagine ? Oui. Je voulais vraiment rester dans le naturel, parce que j'ai toujours baigné dans le naturel depuis toute petite avec mes parents. Ils ont toujours été dans le bio. Donc, je me suis dit, faire des savons, c'est le top, quoi. Ça peut être qu'une bonne chose. Puis comme ça revient de plus en plus. C'était complètement dans l'air du temps. Et alors, les choix des matières que vous avez utilisées, donc vous utilisez des huiles essentielles, on y reviendra tout à l'heure, vous utilisez aussi du lait de brebis. Oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se faisait déjà avant dans la savonnerie que vous avez repris, ou est-ce que vous avez fait une continuité finalement ? Oui. Sauf les 2 nouveaux savons que je viens de lancer, là, c'était des créations. Des créations, oui, que j'ai fait. Autrement, les autres, c'était avec elle. Elle faisait déjà les mêmes savons. Voilà, vous avez assuré, entre guillemets, une certaine pérennité aussi de l'entreprise pour permettre... D'accord, alors on revient de plus en plus à ces valeurs, on le dit, de circuit court, de seconde main. Finalement, c'est ce que vous faites, vous aussi, en proposant une seconde vie aux palettes, Mathieu ? C'est ça, oui. En fait, la base, c'est la palette. Mais systématiquement, c'est une armature métal qui est soudée pour accueillir en fait, du bardage bois, donc du bardage palette, en fait. Et alors pourquoi la palette vraiment ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, vous la voyez comme ça errer sans seconde vie, mais on aurait pu prendre du bois qui... Tout à fait. Le but c'était de sublimer en fait la palette, puisqu'elle est tellement abîmée tout au long de sa vie. Elle a plusieurs vies finalement, puisqu'elle peut être aussi bien sur un dépôt de matériaux et se retrouver dans un dépôt d'un magasin par la suite. Donc c'était vraiment le principe de sublimer en fait la palette, de lui donner un aspect beaucoup plus lisse que ce qu'elle peut avoir en temps normal, et de concurrencer finalement du bois entre guillemets noble, et montrer que finalement du sapin, du bouleau, ces essences-là peuvent être aussi sublimées sur des meubles en fait. Alors comment vous les choisissez vos palettes ? Alors c'est que de la palette Europe qui est traitée donc à chaud, donc sans produits nocifs. J'utilise que ça en fait. Voilà, c'est pour une certaine gage de qualité, c'est par rapport à quoi ? Gage de qualité, et puis on va me demander aussi bien des tables que des buffets ou autres. Donc je veux que les gens puissent poser une orange ou une pomme tout simplement sur la lame de palette et qu'il n'y ait pas de souci, quoi. Ouais, je vous propose qu'on observe aussi un petit aperçu de votre travail dans un reportage. C'était également Marie-Danielle Rogovitz qui était venue à votre rencontre, accompagnée d'Hélène Leplat cette fois. On regarde le reportage et on en reparle juste après. Découvrir les palettes du Loup, c'est entrer dans une tanière inédite, celle que Mathieu Tisserand s'est choisie pour sa reconversion professionnelle. Il y a 1 an, il quittait un emploi confortable de technico-commercial dans une grande entreprise à Metz pour venir se mettre au vert dans les Vosges, dans le village de Vies-en-Bas, près de Saint-Dié. Son garage est devenu son atelier où il fabrique des meubles et des objets en métal et bois recyclés, design et durable. Un retour aux sources pour ce bricoleur passionné
qui possédait un CAP de menuisier et en autodidacte, a auprès d'un ami ferronnier appris la soudure. C'était viscéral, c'est le besoin de faire quelque chose d'écologique, de plus écologique. De revenir aussi à des sensations manuelles et du coup c'était le but de revenir à quelque chose de plus artisanal en fait. Et comme le loup son animal fétiche, Mathieu Tisserand a retrouvé sa liberté, celle de créer. Dans un esprit éco-responsable, il décide de recycler de simples palettes. Seule condition, ne retenir que le bois aux normes européennes non traitées, donc non toxiques. Des palettes vouées à la destruction, insignifiantes en apparence. Voilà une palette qui a bien vécu. Quand elle va être poncée, toute cette bande noire va ressortir plus fortement. Les clous qui sont un petit peu rouillés vont être repolis également. Donc on a vraiment pour chaque lame de palette un dessin différent en fait. Bien foncé. Alors on le voit dans le reportage, vous nous le disiez également tout à l'heure, il n'y a pas que le bois, il y a du métal autour. Toutes les techniques que vous deviez utiliser, c'est quelque chose que vous avez appris ou vous étiez déjà bricoleur et finalement ça faisait déjà longtemps que vous aviez J'étais déjà bricoleur, j'avais un CAP donc de menuisier à la base. La soudure c'est venu bien après, c'est un ami en fait à la retraite qui était ferronnier. Avec qui j'ai passé énormément de temps, mes samedis, mes soirées. Donc au début, je l'observais en fait. Et puis au final, il a fini par m'apprendre toutes les techniques en soudure. Donc je peux souder maintenant à peu près tout et avec tout type de machines, quoi. Donc le bois, le métal, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez déjà agrémentées sur... Alors j'ai déjà eu du cuir, de la céramique, des choses comme ça. Sur des demandes précises de clients ? Oui, tout à fait. Ouais. Ça peut être aussi bien des idées qu'ont les clients à la base. Je vais avoir aussi des cartes blanches, comme on dit, où là, on va me laisser le choix en me donnant finalement simplement des dimensions et le type de matière utilisée. Et sinon, c'est en fait une idée que les gens ont au départ, que je vais développer finalement au fur et à mesure du chantier, quoi. Est-ce que finalement, la carte blanche n'est pas l'aspect qui vous plaît le plus, on laisse libre cours à sa créativité ? Alors, c'est très agréable, mais c'est beaucoup plus risqué, entre guillemets, puisque ma grosse satisfaction, aussi bien dans mes métiers précédents qu'aujourd'hui, c'est quand même à la fin, quand on livre le meuble, qu'on l'installe, et que les clients ont finalement devant leurs yeux ce qu'ils avaient imaginé, en fait. Donc, la carte blanche, c'est bien, mais c'est un petit peu plus risqué. C'est plus risqué, c'est ça. Mais en même temps, si le client vient déjà en vous confiant une carte blanche, c'est Oui. qu'il aime il a le goût du risque quand même, parce que sinon, il le prend pas. Et puis, il a confiance, quoi. Et il a confiance aussi. Peut-être pas sur le premier meuble, mais des commandes futures peut-être. Une fois qu'on a un peu plus cerné le client, c'est peut-être plus facile aussi. Ouais, en général, ça se passe même très bien. Enfin, c'est plus de pression, en fait, mais ça se passe très bien quand même. À la fin, les gens sont vraiment contents et ont ce qu'ils avaient imaginé, en fait. Donc ça, c'est la grosse satisfaction, pardon. Vous aussi, vous faites des mélanges, finalement. Alors, pas avec les mêmes matériaux, pas du tout. Alors, vous mélangez, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, le principe, qu'est-ce que vous utilisez avant que le savon soit terminé. Alors, je mélange donc toutes des huiles végétales avec la soude caustique et de l'eau. Et c'est ce qui va transformer les huiles en savon. Voilà, à savoir qu'à la fin du savon, il n'y a plus du tout de soude caustique. Il disparaît totalement. Ça disparaît lors du mélange ou du travail, ça, en tout oui. cas. Oui. Alors, il existe la saponification à froid, c'est ce que vous avez choisi, on le voit dans le reportage. Oui. Mais sinon, ça se fait à chaud. Alors, vous, pourquoi avoir choisi ce système ? C'est celui qu'on vous a enseigné, j'imagine, que vous avez appris C'est le plus, on va dire, parce qu'à chaud, c'est à plus de 100 degrés, et à froid, ça garde ses propriétés dans les huiles. Donc ça monte à 45 degrés, pas plus, pour fondre les huiles solides en fait. Donc on garde plus de matière, on garde plus les propriétés finalement des huiles qu'on utilise. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui a le plus le vent en poupe qu'une autre ? Est-ce qu'il y a une huile qui fonctionne mieux, une Alors saveur, on va dire l'huile de coco, l'huile d'olive, c'est les principaux, avec le karité. Sinon les autres, il y a d'autres huiles, il y a du tournesol, du colza, du ricin, du cartame, mais en moins grande quantité, quoi. Alors, comment ça se passe une fois que le savon est terminé ? Est-ce qu'il est testé ? Est-ce qu'il est examiné avant d'être mis en vente ? Alors, avant qu'il soit mis en vente, il est validé par un pharmacien toxicologue. Et une fois que c'est fait, je fais les savons. Et au bout de 4 semaines, ils sont dans une cure à sécher pendant 4 semaines.
Et à partir de ce moment-là, je peux les vendre. Il faut être un peu patient. Voilà, c'est ça. Pour avoir son savon. Oui. Alors, il existe également les shampoings solides. Hein. Vous en avez un également avec vous. Ça aussi, c'est des produits qui montent depuis quelques mois, même peut-être quelques années, avec les shampoings solides, les dentifrices solides également. Est-ce que tout le monde peut trouver le shampoing qui convient à ses cheveux? Oui. Alors, le mien, il n'est pas spécialement pour tous les cheveux. Il est plus pour les cheveux naturels, sans coloration. Même les cheveux décolorés, c'est pas très conseillé. Après, ça fonctionne quand même sur les cheveux décolorés, mais ça dépend des cheveux. Ça réagit sur les cheveux différemment sur chaque personne. Donc voilà. Et après, peut-être, est-ce que il y a une envie d'élargir sa gamme, est-ce que vous avez envie de proposer d'autres choses ou oui, j'aimerais bien faire d'autres shampoings pour cheveux gras ou cheveux secs. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, mais j'ai d'autres savons qui sont en validation. Qui seront sortis dans un mois. Et encore, au fil du temps, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres choses. On prend son temps quand même pour élargir sa gamme, j'imagine, tout doucement. Alors, vous avez maintenant plusieurs mois d'activité. Hein. Vous, Sandrine, vous avez commencé quelques jours avant le premier confinement. Donc, une année un peu particulière. Vous avez commencé un tout petit peu avant, hein, Mathieu. Quels sont les premiers retours que vous faites et que vous avez peut-être aussi des clients, Mathieu, on va commencer par vous. Moi, je pense qu'en fait, les gens, cette période un peu particulière a fait revenir les gens justement à des notions plus naturelles, plus locales aussi, du circuit court justement. Donc, on ne prenait peut-être pas le temps avant de regarder ce qu'il y avait autour de nous, proche de chez nous. Et finalement, cette période, moi, m'a apporté ça en fait. Ça a été comment dire, ça a été la possibilité finalement d'être sur le secteur. Beaucoup plus vu que sur une période, je dirais, normale, quoi. Finalement, le Covid a eu du bon, entre guillemets, sur cet aspect-là, hein, sur le circuit court et le retour finalement aller voir ce qui se passe près de chez nous. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous aussi, Sandrine? Oui. J'ai eu beaucoup de clients qui sont venus en période de Noël déjà. Beaucoup de gens qui m'ont dit j'achèterai que local et de l'artisanat, quoi. Donc, Le Made in France, c'est vrai. Alors, vous le disiez, Mathieu, tout à l'heure, peut-être, vous travaillez avec des particuliers, mais également avec des professionnels. Alors, est-ce que c'est des demandes plus importantes? Ça date d'il y a combien de temps, les professionnels? Depuis le début. En fait, mon premier chantier officiel, je dirais, une fois que la société a été créée, ça a été un restaurant. Donc, les professionnels, c'est différent dans le sens où effectivement c'est souvent des plus grosses pièces, parce que ça peut être du comptoir, du gros buffet, d'ornement. Donc c'est des chantiers qui sont différents, mais qui sont tout aussi plaisants que le particulier. Mais les pièces sont un peu plus volumineuses en règle générale. Alors vous faites quoi justement? On voit ces lampes qui sont devant nous sur la table, sur le plateau. C'est aussi ce que vous proposez. Quelles sont les différentes pièces que vous pouvez proposer? Alors les lampes, c'est vraiment entre guillemets le produit d'appel, je dirais, c'est-à-dire que ces blocs-là, c'est vraiment les chutes de ce qui me reste de la palette. Et puis je voulais pas les jeter tout simplement. Donc il y a une troisième vie finalement. Il y a la seconde vie de la palette. Effectivement. Et puis c'est venu assez vite de faire quelque chose de simple avec ces blocs, mais de travailler quand même, d'avoir toujours cet aspect très très lisse que j'ai sur les meubles. Mais de faire quelque chose de simple, quoi, en fait, hein. Donc ça va être vraiment les premiers produits. Après, ça peut être des lampes, des buffets, des commodes, des armoires, des comptoirs, etc., quoi. C'est tout azimut, je dirais. Est-ce qu'il y a des objets que vous préférez faire, sur lesquels vous vous éclatez plus, entre guillemets? Non, en fait, chaque projet est vraiment unique, donc chaque projet est différent. Les produits, les projets techniques vraiment type comptoir ou meuble d'angle, des choses un petit peu plus compliquées à faire. Bon, c'est vrai que ça m'éclate un peu plus, mais chaque projet est vraiment unique. Donc en fait, c'est un plaisir à chaque fois de réaliser les projets donc demandés par les gens, quoi. Et alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'heures de travail aussi. Alors c'est très variable, hein, forcément. J'imagine que sur une petite lampe ou un gros buffet. Comment vous vous organisez? Est-ce que vous traitez un projet après l'autre? Comment ça se passe? Alors souvent, pour les petites pièces comme les lampes, effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Donc je peux en faire entre deux créations, je dirais, entre deux gros meubles, quoi. Mais sinon, en général, quand je me lance sur un projet, je fais le projet du début à la fin, sans interférer avec un autre projet, en fait. Voilà, c'est projet après projet, voilà, sauf exactement. Sur les petites choses. Ouais. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vivre entièrement et uniquement de votre activité, Sandrine?
Moi, pas encore. Pas encore? Oui, il faut encore quelques mois, je pense. Puis après, on verra, mais c'est en bonne voie quand même. C'est en bonne voie. Le temps de se faire connaître peut-être un peu plus, et puis voilà, que les personnes utilisent tous vos savons pour pouvoir être convaincus. Mathieu, vous? Oui, alors ce serait possible. Simplement, aujourd'hui, je fais 7 jours sur 7. Et du coup, j'ai quand même une famille à côté, donc il faut à un moment donné faire des choix. Donc là, aujourd'hui, je repars, moi, dans un métier parallèle que je connais, mais qui est le courtage en prêt immobilier. Mais je vais continuer donc à faire mes meubles à côté, ouvrir ma boutique, etc. Pour permettre de dégager du temps un petit peu pour, Tout à fait, pour la famille. Alors justement, votre boutique, votre atelier, donc maintenant vous êtes, dans le reportage on le disait, vous étiez à Visambard, et maintenant tout est à Saint-Dié, c'est ça? Tout est à Saint-Dié, ouais. Tout a été regroupé sur Saint-Dié. On peut venir à votre rencontre, à l'atelier, à la boutique, comment ça se passe? Ouais, sans problème. En général, les gens me contactent par les réseaux sociaux, donc Facebook ou Instagram. Et je le fais sur rendez-vous. Les gens peuvent passer à l'atelier, voir des réalisations en cours. La boutique n'est pas encore prête, donc malheureusement, pas encore de visite en boutique. Mais il est possible de venir discuter sans problème à l'atelier. Pour parler projet, tout à fait. Et palette. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner à une personne qui aurait envie, elle aussi, de changer de vie, de se reconvertir et de sauter le pas? Sandrine, peut-être? Ne pas hésiter, de sortir de sa zone de confort et d'y aller. Et d'y aller. Ouais. Mathieu? Moi, je pense qu'à partir du moment où on y croit, personnellement, de manière, moi, j'en étais persuadé en fait que ça fonctionnerait. Je pense qu'à partir de là, on peut se lancer dans à peu près n'importe quoi, ça fonctionnera, quoi. Il faut être persuadé soi-même avant de persuader les autres. Exactement. C'est ça? Mais donc aujourd'hui, aucun regret pour tous les deux? Non, non, aucun regret. Si c'était à refaire, vous re-signez alors? Ah oui. Et merci en tous les cas à tous les deux d'avoir parlé de votre projet sur notre plateau ce soir. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Elle est à revoir sur notre site internet pendant plusieurs semaines. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.